L'univers Marvel ne se résume pas aux héros, aux couleurs vives et aux combats spectaculaires. Derrière les masques et les symboles se cache une réalité bien plus sombre. Un monde où la violence est brute, assumée parfois même glorifiée. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 personnages Marvel violents et sanguinaires. Des êtres qui ne reculent devant rien, des monstres, des anti-héros et parfois même des justiciers qui ont tous franchi une ligne que d'autres refusent de dépasser. Ici, il n'est pas question de morale, il est question de sang, de chaos, de massacre et de ce que devient un personnage lorsqu'il abandonne toute limite. Certains tuent par plaisir, d'autres par vengeance, d'autres encore pensent rendre justice. Mais tous ont un point commun, ils laissent derrière eux un monde brisé. Alors attachez vos ceintures, ouvrez les yeux et préparez-vous à plonger dans le côté le plus violent et le plus dérangeant de Marvel. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Sur ce, c'est parti. En numéro 7, Red Skull, anatomie d'une cruauté idéologique. Johann Schmidt n'avait rien d'un démon à sa naissance. Il était un homme façonné par l'humiliation, la colère et une obsession maladive pour la domination. Très tôt, il comprit que le monde ne récompensait ni la bonté, ni la faiblesse. Alors il fit un choix, devenir celui qui inspire la peur, plutôt que celui qui la subit. Quand le sérum transforma son corps et brûla son visage jusqu'à ne laisser qu'un crâne rougeâtre et nu, Schmidt ne vit pas une punition. Il vit une révélation. Son apparence devenait enfin le reflet exact de son âme, dépouillée d'empathie, vidée de remords, consacrée à la cruauté méthodique. Red Skull ne prenait pas plaisir à tuer de manière impulsive. Son sadisme était froid, calculé, presque scientifique. Il observait ses victimes comme des expériences vivantes. Il savait que la douleur physique finissait toujours par s'éteindre, mais que la terreur, elle, pouvait être cultivée, prolongée, transmise. Il cherchait le moment précis où l'espoir se brise, cet instant fragile où l'esprit capitule avant le corps. Dans les camps et les laboratoires qu'il dirigeait, les cris n'étaient qu'un décor. Ce qui l'obsédait, c'était la déshumanisation progressive, voir un homme perdre son âme, sa volonté, sa dignité. Pour Red Skull, détruire l'identité était une victoire bien plus savoureuse que répandre le sang. Il utilisait les idéologies comme d'autres utilisaient des armes. Le nazisme n'était pour lui qu'un véhicule, un prétexte à exercer son besoin absolu de contrôle. Il ne croyait ni en une nation, ni en une cause. Il croyait en une seule chose, le droit du plus fort à décider de la valeur de la vie. Face à Captain America, Red Skull apparaissait comme son reflet inversé. Là où l'un croyait au sacrifice et à l'espoir, l'autre ne voyait qu'un mensonge confortable. Schmidt considérait l'humanité comme une masse informe, indigne d'être sauvée, seulement bonne à être dirigée, brisée ou éliminée. Il ne ressentait aucun regret. Le remords était, selon lui, une faiblesse inventée pour apaiser les consciences fragiles. Red Skull avait regardé l'abîme sans détourner les yeux. Il avait compris que le chaos n'était pas un ennemi, mais une vérité. Ainsi, même lorsque son corps disparaissait, son idéologie survivait. Car Red Skull n'était pas seulement un homme. Il était une idée, celle que la cruauté, lorsqu'elle est assumée, peut devenir une forme de pouvoir absolu. En 6, Frank Castle, le Punisher, la guerre sans fin. Frank Castle n'est pas un héros. Il est une sentence. Ancien marine, vétéran de plusieurs guerres, il a vu l'horreur de près. Mais le véritable point de rupture survient lorsque sa famille est assassinée lors d'un règlement de compte mafieux. Ce jour-là, Frank meurt symboliquement, à sa place née, le Punisher. Contrairement au super vilain, il n'agit ni par folie, ni par ambition. Sa violence est lucide, méthodique et assumée. Il ne capture pas les criminels, il ne cherche pas la rédemption. Il les traque, les interroge, puis les exécute. Pour lui, la prison est une illusion. La seule justice efficace et définitive. Le Punisher utilise la violence comme une arme de guerre. Arme atomique, explosif, piège, torture psychologique. Frank Castle emploie des méthodes que même certains vilains jugent excessives. Chaque mission est planifiée avec une précision militaire. Il frappe vite, fort et sans hésitation. Ce qui rend le Punisher terrifiant, c'est son absence totale de limite. Là où des héros comme Spider-Man ou Daredevil refusent de tuer, Frank franchit la ligne sans remords. Il considère ses héros comme naïfs,
incapables d'assumer les conséquences de leurs actes. Pour lui, protéger les criminels, c'est condamner les innocents. Frank Castle est également un miroir dérangeant pour l'univers Marvel. Il pose une question brutale. Et si la violence était la seule réponse face à un monde corrompu? Le Punisher n'offre pas de solution morale. Il impose un choix impossible. Même face à des êtres surpuissants, il ne recule jamais. Il sait qu'il peut mourir. Il l'accepte. Sa guerre n'a pas de fin. Car tant que les crimes existent, le Punisher continuera. Frank Castle n'est pas un symbole d'espoir. Il est un avertissement. Un rappel que la violence, lorsqu'elle devient justice, ne laisse derrière elle que des cendres. En numéro 5, le bouffon vert, la cruauté derrière le masque. Norman Osborn n'est pas le vilain le plus puissant de Marvel, mais il est sans doute l'un des plus cruels. Contrairement aux monstres et aux dieux, Green Goblin, que l'on appellera en français le bouffon vert, frappe là où ça fait le plus mal, l'esprit. Sa violence n'est pas seulement physique, elle est psychologique, calculée, personnelle. Norman Osborn ne veut pas simplement vaincre Spider-Man, il veut le détruire de l'intérieur. Dès qu'il découvre l'identité secrète de Peter Parker, la guerre change de nature, le masque tombe et la violence devient intime. Norman s'attaque à ses proches, à son équilibre mental, à sa vie privée. Chaque attaque est pensée pour rappeler à Peter qu'aucun endroit n'est sûr. Le meurtre de Gwen Stacy marque un point de non-retour. Ce n'est pas seulement une mort, c'est un traumatisme éternel pour Spider-Man. Le bouffon vert ne tue pas dans la colère, mais avec une froide satisfaction. Il prouve qu'un héros peut être brisé sans être tué. Ce qui rend Norman Osborn particulièrement terrifiant, c'est son double visage. Un homme d'affaires brillant, stratège politique, leader charismatique. Et derrière tout cela, un esprit dérangé, narcissique, prêt à tout pour asseoir sa domination. Il manipule, trahit, sacrifie sans remords. Même lorsqu'il ne tue pas, le bouffon vert fait souffrir. Il instille la peur, la paranoïa, le doute. Sa violence s'inscrit dans la durée, laissant des cicatrices invisibles mais profondes. Peu de vilains peuvent se vanter d'avoir causé autant de dégâts émotionnels à un héros aussi emblématique. Le bouffon vert incarne une vérité glaçante. La violence la plus destructrice n'est pas toujours sanglante. Parfois, elle est mentale et irréversible. En 4, Bullseye, le meurtre comme un jeu. Pour Bullseye, tuer n'est ni un besoin, ni une vengeance, ni une idéologie. C'est un divertissement. Derrière son sourire arrogant se cache un esprit profondément dérangé. Bullseye est un psychopathe pur, dépourvu de toute empathie. Là où d'autres vilains explosent de rage, lui reste calme, moqueur, presque joyeux. Chaque meurtre est une performance, chaque victime une cible. Son pouvoir rend sa violence encore plus dangereuse. Bullseye peut transformer n'importe quel objet en arme mortelle. Une carte, un stylo, une dent, un trombone. Tout devient fatal entre ses mains. Cette capacité rend ses meurtres imprévisibles et omniprésents. Personne n'est jamais en sécurité à ses côtés. Mais la véritable cruauté de Bullseye ne réside pas seulement dans sa précision. Il se trouve dans son sadisme psychologique. Il provoque ses adversaires, les pousse à bout et cherche à les détruire émotionnellement avant de porter le coup final. Il aime rappeler qu'il contrôle la situation, que la mort peut venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Son affrontement avec Daredevil est l'un des plus violents et tragiques de Marvel. Bullseye ne se contente pas de tuer Elektra, il le fait devant Matt Murdock, brisant une partie de son âme. Ce meurtre devient l'un des actes les plus marquants et les plus cruels de l'histoire des comics. Contrairement à certains personnages sanguinaires, Bullseye n'est ni monstrueux, ni bestial, il est humain, et c'est précisément ce qui le rend si terrifiant. Il prouve que la violence la plus froide peut venir d'un homme ordinaire, doté d'un talent mortel. Bullseye ne cherche pas le chaos mondial, il cherche le moment parfait, celui où la cible comprend qu'elle va mourir. En numéro 3, Dents de sabre, le prédateur qui aime la souffrance. Victor Creed n'est pas un homme, c'est un instinct meurtrier à l'état pur. Là où d'autres vilains tuent pour le pouvoir, l'argent ou la vengeance, Dents de sabre tue pour satisfaire ses pulsions. Il traque ses victimes comme un animal, savoure leur peur et prolonge volontairement leur agonie. Pour lui, la violence n'est pas un moyen, c'est un plaisir. Dès son plus jeune âge, Victor Creed montre une cruauté inquiétante. Meurtre, torture, massacre. Sa vie n'est qu'une succession d'atrocités,
Contrairement à Wolverine, qui lutte sans cesse contre sa part bestiale, Dents de Sabre l'accepte pleinement. Il ne se bat pas contre le monstre en lui, il en est fier. Doté de capacités similaires à celles de Logan, il possède une force, une endurance et un facteur régénérant redoutable. Mais ce qui le rend réellement terrifiant, c'est son sadisme. Il aime blesser lentement, humilier, rappeler à ses victimes qu'elles sont faibles. Chaque combat est un jeu de domination. Sa relation avec Wolverine est l'une des plus violentes de l'univers Marvel. Dents de Sabre ne cherche pas seulement à tuer Logan, il veut le briser mentalement, lui prouver qu'ils sont faits du même sang, de la même sauvagerie. À plusieurs reprises, il s'en prend aux proches de Wolverine, transformant la violence physique en torture psychologique. Même parmi les pires criminels, Dents de Sabre est craint. Il est imprévisible, incontrôlable et impossible à raisonner. Lorsqu'il est lâché, il laisse derrière lui des charniers, pas des victoires. Sabertooth, de son nom original, incarne une vérité dérangeante. La violence la plus effrayante n'est pas toujours cosmique ou surnaturelle. Parfois, elle est bestiale, intime et humaine. Et c'est précisément pour cela qu'il fait partie des vilains les plus violents que Marvel ait jamais créés. En 2, Knull, la violence née avant la lumière. Avant les dieux, avant les héros, avant même l'univers tel qu'on le connaît, il y avait Knull. Knull n'est pas un simple vilain, il est la violence primordiale, née dans le vide absolu, lorsque la lumière et la création ont commencé à envahir le néant. Là où la vie apporte l'espoir, Knull apporte la destruction pure. Il ne hait pas l'univers, il refuse son existence même. Lorsque les célestes tentent de façonner la création, Knull réagit avec une brutalité inimaginable. Il forge All Black, la première épée symbiotique, et décapite un céleste. Un acte si violent qu'il envoie un message clair à tout le cosmos. Même les dieux peuvent mourir. Contrairement à certains méchants de l'univers Marvel, Knull ne tue pas par plaisir. Il tue par nécessité cosmique. Son objectif est simple et terrifiant. Éteindre toute lumière, réduire l'univers au silence originel. Pour y parvenir, il crée les symbiotes, non pas comme des créatures vivantes, mais comme des armes, des extensions de sa volonté. Chaque symbiote est un soldat, chaque invasion un massacre planifié. La violence de Knull est froide, méthodique et infinie. Des planètes entières tombent, des civilisations disparaissent sans laisser de traces, des héros meurent, impuissants face à une force qui dépasse l'entendement. Quand Knull arrive sur Terre durant King in Black, même les plus grands défenseurs de l'humanité sont brisés. Les Avengers tombent, les dieux vacillent, le ciel s'assombrit, et pour la première fois, l'univers Marvel semble réellement au bord de l'extinction. Ce qui rend Knull plus terrifiant encore, c'est son absence totale d'émotion. Il ne crie pas, il ne provoque pas, il n'exulte pas. Il avance implacable, comme une fin inévitable. Là où certains sont le chaos incarné, Knull est l'apocalypse consciente. Il prouve une chose essentielle, la violence ultime n'est pas toujours sauvage. Parfois, elle est silencieuse, divine et inévitable. Et en numéro 1, Carnage, l'incarnation absolue de la violence. Cletus Kasady n'est pas devenu un monstre à cause du symbiote, il l'était déjà avant. Dès son enfance, Kasady montre des signes inquiétants, violence gratuite, absence totale d'empathie et plaisir évident à faire souffrir. Contrairement à d'autres vilains Marvel dont la brutalité est née d'un traumatisme ou d'une idéologie, Carnage tue uniquement parce qu'il aime ça. Le symbiote rouge ne fait qu'amplifier une folie déjà bien enracinée. Lorsque le symbiote de Venom engendre Carnage, une chose devient claire, ce n'est plus un simple tueur, mais une catastrophe vivante. Carnage n'a aucune limite morale, aucun plan à long terme, aucun but supérieur. Sa seule motivation est le chaos. Il massacre indistinctement héros, civils, enfants, policiers et même ses propres alliés. Pour lui, la vie humaine n'a strictement aucune valeur. Sa violence est aussi créative que sadique. Lame, hache, tentacules, projectiles organiques. Son corps est une arme conçue pour tuer de la manière la plus brutale possible. Contrairement à Venom, Carnage ne protège personne. Il transforme chaque combat en bain de sang, laissant derrière lui des scènes dignes d'un film d'horreur. Mais ce qui le rend véritablement terrifiant, c'est sa joie de tuer. Là où d'autres vilains agissent par vengeance, ambition ou idéologie, Carnage rit, il parle, il provoque, il joue avec ses victimes avant de les exécuter. Même Spider-Man, habitué aux pires criminels,
reconnaît que Carnage dépasse tout ce qu'il a affronté. À plusieurs reprises dans les comics, il a fallu des alliances improbables pour l'arrêter. Spider-Man, Venom, parfois même d'autres vilains. Et pourtant, Carnage revient toujours, plus violent, plus instable, plus incontrôlable. Carnage n'est pas un ennemi que l'on peut raisonner. Ce n'est pas un criminel que l'on peut emprisonner. C'est une idée, une incarnation du meurtre pur. Dans l'univers Marvel, il existe des conquérants, des tyrans et des dieux. Mais lorsqu'il s'agit de violences brutes sans justification ni limite, Carnage est le sommet. Nous allons conclure par quand la violence définit le mal. Dans l'univers Marvel, la violence prend de nombreuses formes. Le chaos pur de Carnage, l'apocalypse cosmique de Knull, la sauvagerie de Dents de Sabre, le sadisme du joueur Bullseye et la cruauté psychologique du Bouffon Vert. Ces vilains ne sont pas seulement dangereux, ils représentent chacun une facette du mal absolu. Nous arrivons à la fin de la vidéo les amis, dites-moi en commentaire parmi ces personnages très cruels, lequel est votre favori. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster, cela m'aide énormément. Sur ce, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.